Nico, un point c'est tout. Jean-Luc, le meilleur candidat? Bonjour et merci de me retrouver pour ce nouvel épisode de Nico, un point c'est tout. Aujourd'hui, je souhaite traiter une question qui semble animer pas mal de monde depuis assez longtemps, mais en particulier depuis quelques semaines. Sans doute du fait de l'actualité récente et la potentialité d'un départ du pensionnaire de l'Élysée ou de la nécessité ressentie par nombre de gens en ce moment qu'il s'en aille justement. Quoi qu'il en soit, la question est sur la table. Jean-Luc est-il le meilleur candidat à gauche ? J'avoue que cette chronique m'a été inspirée par une émission qui s'est tenue sur le média, peu de temps avant que j'entame la création de ce contenu. Plusieurs influenceurs de gauche y prenaient part. Daimon, Emodem et Paduring. Je reconnais volontiers être assez peu familier avec le premier intervenant et j'ai trouvé intéressant de découvrir son travail pour l'occasion. Puisqu'on y est, pour ne rien cacher, de ce que j'ai retenu, c'est de la position de Paduring dont je me considère le plus proche, tout en n'ayant pas de désaccord majeur avec les deux autres streamers. En tout cas, j'ai apprécié la volonté de chacun de ne pas formuler un seul et unique son de cloche, pour une question à laquelle tout le monde se fait sa propre idée, à mon avis. Et cela sans qu'aucun d'entre nous ne détienne la vérité. Leur volonté d'analyse les a honorés. C'est ce qui a prédominé pour le coup. M'inspirant de cette approche, je vais tenter d'effectuer un travail aussi équilibré et exhaustif que possible, malgré la take très tranchée qui est la mienne en fin de compte. Je vais m'attacher à mettre en avant des arguments que je collecte ici et là, parfois même de nos rangs, et les disséquer en quelque sorte. En démonter certains, être en accord avec d'autres. Me faire l'avocat du diable aussi, mais cette fois-ci, le diable ne sera pas JLM. Voilà, celle-ci c'était pour le sourire. Je ne cache pas que dans un premier temps, j'escomptais réaliser cet exercice sous forme de thèse, antithèse, synthèse. Mais me suis rendu compte très rapidement que cette formule allait s'avérer plutôt compliquée. Tout bonnement car en fait, la plupart des éléments de réponse convoquent leur corollaire, presque inextricablement, et qu'il est ardu de les dissocier, sans donner lieu à une structure redondante en miroir. En particulier si on s'efforce à balayer un peu tous les points de vue, de remettre les points concernés dans les deux parties. Oui ou non, dépendant en fonction des points de vue, car d'où les personnes parlent en dit long sur leur idée sur la question le plus clair du temps. J'ai donc opté pour lister un certain nombre de points et rebondir sur ces derniers. Au passage, un grand merci à ma camarade Sublime qui me prête sa voix pour les titres et que je vais mettre assez largement à contribution aujourd'hui. Je lui suis reconnaissant de contribuer à ce travail. Jean-Luc, trop vieux? C'est légitime de se le demander dans la mesure où le fondateur de la France Insoumise approche les 80 printemps, et sachant qu'un mandat l'engagerait pour 5 ans normalement. Évidemment sous réserve de constituante, ce qui simplifierait quelque peu l'équation. Même si on sait que l'exercice en question prendrait un temps tout de même conséquent et qu'une partie du mandat s'écoulerait avant que le processus ne s'achève. Pour moi, je sais que cela va paraître étrange, mais Macron aura eu un certain nombre d'effets bénéfiques, si je puis dire. Il nous a permis de relativiser certaines choses, voire de repenser certains paramètres. Ne vous inquiétez pas, je vais développer. J'entends parfaitement ce que pensent certains concernant l'âge un peu avancé de Jean-Luc. La question se pose avec certains leaders, à l'instar de ce qui s'est produit avec Bernie Sanders, voire Trump, et a fortiori Biden aussi, aux USA. Non sans raison. Eux nous rappelant que l'interrogation n'est pas fortuite, qu'on peut douter des capacités de certains membres du personnel politique à faire le job, du fait d'être des septuagénaires ou octogénaires. Qu'aux âges en question, la santé est d'accoutumée plus fragile que lorsque les gens sont plus jeunes. Sans oublier que le poste susvisé requiert une implication totale et une masse de travail soutenue. Plus spécifiquement, dans le cas d'une victoire de la gauche de rupture, lorsqu'on sait les forces qui vont se déchaîner contre un gouvernement qui porte nos idées. On peut considérer, non sans raison, que l'âge a ses bienfaits, comme celui de l'expérience. Mais que c'est aussi un facteur de déconnexion, notamment des classes laborieuses, ou encore des préoccupations des jeunes. Qu'on peut rentrer dans une sclérose ou un immobilisme, souvent lié au conservatisme des personnes en place sur l'échiquier politique, de par leur sociologie, le tout accentué par le temps qui passe et les années qui s'amoncellent. La tentation du jeunisme pourrait surgir de ce fait, apparaître comme légitime même. Faire en sorte que voir émerger une figure neuve puisse apparaître séduisant. D'autant qu'au jeune âge, on associe assez régulièrement les notions d'enthousiasme et de dynamisme, de fraîcheur, voire la volonté de réforme, comme diraient nos adversaires, ou de changement en profondeur, voire de bifurcation pour adopter notre propre vocabulaire. Oui, mais voilà, Macron est passé par là et a rabattu les cartes. Je parlais de clarification, nous y voilà. Outre les faux semblants qui ont éclaté au grand jour, comme la fausse alternance qu'on a connue dans le pays pendant longtemps, beaucoup ont compris que les apparences de neuf et autres changements ne sont en réalité parfois qu'une façade. Je crois bon de vous remémorer que Macron
n'a eu de cesse de faire revivre les vieilles politiques moisies sorties du grimoire poussiéreux de la vieille sorcière Thatcher, et que les formules magiques, entre gros guillemets et périmées, qui en sont issues, sont aussi éculées qu'elles ont fait la preuve de leur inefficacité. Enfin, évidemment, en dehors des plus favorisés. Et ce, partout et pendant des décennies. Il a illustré à merveille comment on peut être jeune du point de vue de l'âge, mais complètement à l'inverse dans la tête et dans les faits. En matière de politique et de solutions pour le pays également. Cette supposée déconnexion, pour moi, tient plus de l'individu qu'autre chose. J'en prends pour preuve que Mélenchon est très populaire auprès des plus jeunes, et que ses candidatures sont celles qui ont récolté le plus grand nombre de votes de la part des 18 à 24 ans, plusieurs présidentielles durant. Comme quoi, l'âge du candidat n'est pas un facteur déterminant du vote, et que l'âge mûr de JLM n'est pas un reposoir pour cette tranche d'âge. Voire même pour ceux pas encore en mesure de voter, ajouterais-je. Eux qui parfois ont déjà un engagement politique, parfois d'ores et déjà à nos côtés, malgré qu'ils ne soient pas en mesure de voter. Ils devraient donc l'être d'autant moins pour les autres tranches d'âge. Surtout quand à ceci se greffe le phénomène radicalité, que le parler cru et dru, supposément repoussoir, fait écho à la demande de radicalité, de rupture souhaitée par les populations les plus jeunes, et souvent en proie à une éco-anxiété tout à fait palpable et légitime en vérité. Pour continuer de tordre le cou à cette idée d'un JLM trop vieux pour y aller, rappelons qu'un intéressé est souvent critiqué pour son dynamisme excessif, selon certains. Donc, quand l'état actuel des choses, il a la santé qui lui permettrait de tenir une telle position, de faire face aux problèmes qui vont lui tomber sur le coin du nez en cas de victoire de notre camp. Il est positif, voire carrément rassurant, de savoir que celui qui prendra les rênes en cas d'une victoire insoumise ou de la gauche radicale serait quelqu'un avec un vécu et en capacité de faire jouer son expérience, notamment pour faire face aux attaques de toutes parts que l'on essuierait alors. Mélenchon a connu 1983, et pour moi c'est rassurant quelque part. Son âge fait qu'il n'a pas de carrière à faire, plus rien à prouver ou des choses de cet ordre. Qu'il n'a pas une légende à écrire, mais au contraire à conserver. Comme un gage de confiance pour ce qui me concerne. Cela aussi me conforte dans l'idée qu'il demeure la meilleure option dont on dispose pour l'heure, en dépit d'avoir fait le boulot et d'avoir su faire monter des représentants d'ores et déjà de très bon niveau, très prometteurs. Personnes qui peuvent nous permettre de considérer que la relève est assurée et que le drapeau ou le flambeau seront passés à des personnes dignes de confiance. JLM, trop clivant ? Oui, force est de constater que certains ne l'aiment pas, voire le détestent, c'est indéniable. J'en conviens sans problème. Parfois également au sein de notre camp réel ou supposé par ailleurs, c'est factuel je pense. En outre, ce n'est pas un hasard si certains ont tenté de lui infliger un sinistre sort. Tant il est identifié comme l'adversaire résolu par ceux qui s'opposent à notre idéologie, qu'il est un cauchemar pour ceux qui désirent que rien ne change fondamentalement dans la manière de tourner de la société. Or, ces personnes-ci sont nombreuses, jusque parmi les gens se réclamant de gauche, dont nos partenaires de l'ex-NUPES ou du NFP aujourd'hui. Après, appelons un chat, ceux véritablement de gauche qui ne l'aiment pas, ont-ils réellement des raisons de le faire ? Personnellement, j'aimerais qu'on me cite quelqu'un qui n'est pas clivant sur la scène politique française, en fait. Qui ? Sarkozy ? Qui est pour beaucoup ce qu'on incarne de pire en politique ? Hollande ? Raillé comme aucun par la droite, désigné en les termes de flamby, moqué pour sa cravate de travers et ses frasques nocturnes en scooter ? Individu qui a aussi une image de goujat auprès des féministes, et non sans raison. Ce même représentant qui est désormais identifié comme la honte de la gauche, ou encore comme la quintessence de la traîtrise du PS. Qui sinon ? Valls ? Dépeint non sans raison objective comme une girouette et que la gauche qui se respecte vomit ? Macron, supposé centriste, ni de droite ni de gauche, mais qui a donné naissance au tout sauf Macron chez certains, tellement il est impopulaire auprès des pans complets de la population ? Vous avez compris l'idée, je pense. Elle est déclinable à l'infini, à tous les acteurs de la vie politique en fait. Soyons sérieux 5 minutes. Toute affirmation de ces principes ou idées politiques suscite du clivage et génère de facto des gens qui se dressent contre vous, qui se dressent comme des adversaires résolus, à moins de faux semblants brouillant les pistes. Et quand il y a un flou, il y a un loup, pour reprendre la maxime. Le truc super éclairant et qui met en exergue ce que je viens de dire, c'est l'attitude récente de certains PS en tête, qui ont montré leur connivence avec le pouvoir en place et la tartufferie de leur posture. Partenaires, entre guillemets, que beaucoup d'entre nous ne pouvons plus voir en peinture, tant on a identifié la carotte, comme diraient certains, qu'il y a au bout du chemin. Je vais traiter cette partie plus en profondeur dans une section dédiée, mais tous les autres représentants potentiels de la gauche sont clivants à leur manière. Alors pourquoi ce penchant clivant du potentiel candidat de gauche serait rédhibitoire uniquement pour Mélenchon ?
Et pourquoi ceux de droite se verraient préservés d'un tel qualificatif et devrait-on assimiler cet état de fait? Alors qu'eux ne sont pas moins des repoussoirs fermes et définitifs pour nous, gens de gauche. Bizarrement, jamais les qualificatifs accolés au nom de Mélenchon ne le sont avec des Wauquiez, Fillon, Ciotti et tellement d'autres. Même avec le père, cette attaque n'a pas été formulée, c'est dire. On parle quand même d'une personnalité qui a été condamnée à plusieurs reprises pour des dires aux prises de position on ne peut plus problématiques. Je trouve triste et absolument fabuleux que certaines personnes du dit peuple de gauche se fassent gaslight pour ce type de considération de clivage. Pire, qu'ils ne voient pas la manipulation qu'elle véhicule, une fois la chose analysée un tant soit peu. Passons à un sujet quelque peu adjacent, celui de la popularité. Mélenchon, le repoussoir qui attire les gens fidèles. On a tous vu passer des sondages nous montrant comment JLM est détesté par les Français, ou encore comment il inquiète, paraît-il. Tout d'abord, refaisons la lumière sur le fait que les enquêtes, généreusement nommées comme telles, sont produites par des instituts aux mains des oligarques, suite à une demande effectuée par des médias aux mains des oligarques, personnages eux-mêmes devenus propriétaires des médias. Acquisition faite pour autre chose que de réaliser cette tâche essentielle d'information de la population. Surtout sachant que le modèle économique de ces organes ne fonctionne pas, et que quasi aucun d'entre eux ne rapporte d'argent aux capitalistes qui les possèdent. Ainsi, on commence à déceler la manipulation qui se profile à l'horizon et à se questionner un peu moins sur les résultats des dites enquêtes, toujours en décalage avec les scores des élections. Ainsi, on commence à déceler la manipulation qui se profile à l'horizon et à se questionner un peu moins sur les résultats des dites enquêtes, toujours en décalage avec les scores des élections. Tout cela étant très parlant quant à la légitimité et la confiance qu'on peut accorder à ces outils. Outils mis en place pour apporter de l'eau au moulin des éditocrates. Méfiance compréhensible en particulier dès lors qu'on sait que le big data, cela existe, et qu'on a eu cette histoire de Cambridge Analytica comme une démonstration des procédés à l'œuvre. Mais passons sur le biais évident. Faisons comme si. Qu'on m'explique alors le fait que JLM a un nombre vraiment très important de personnes à le suivre, et qu'il est de très loin celui qui a le plus d'abonnés sur tous les réseaux sociaux. Qu'il est haut la main la figure politique la plus identifiée et connue, ainsi que suivie. Paradoxal, non ? Je ne sais pas pour vous, mais je ne m'abonne jamais à des chaînes de personnes dont je ne prête aucun cas, dont les dires et actualités me laissent indifférent, me paraissent sans intérêt. Aussi, cet homme épouvantail, pour en prendre les mots de certains de ces gogos de plateau, n'a eu de cesse de regrouper davantage de personnes, scrutin après scrutin. 12%, puis 17%, puis 22%, une progression constante de 5% à chaque élection dans un cadre où on nous dépeint une gauche sur le reculoir, et qu'on lui promettait à chaque nouvelle candidature de se gaufrer lamentablement. Voilà donc qui interpelle, et qui ne nous amène pas aux mêmes conclusions que les pseudo-experts de plateau et leurs études qui n'en sont pas. Je rappelle les prédictions de nombre de nos adversaires avant 2022, soit que nous allions faire 6% et disparaître. Pas de bol pour les concernés, ce n'est pas ce qui a eu lieu. Aussi, comme preuve ultime de cette mauvaise foi, voire pire, cette manipulation autour de l'image et de l'impopularité supposée de JLM, on ne nous parle jamais des gens qui sont des fervents supporters. On ne souligne jamais comment il a su créer un socle de followers acquis à sa cause, si je puis dire. Un socle stable et solide. Pour rappeler un ordre de grandeur, JLM, c'est des millions d'abonnés sur Facebook, YouTube, etc. Très très loin devant tous les autres. De même, dans un domaine un peu adjacent, pas un mot sur le fait que le nom de Mélenchon est identifié et qu'il ouvre des portes dans un vrai paquet d'endroits populaires. Que les gens lui reconnaissent qu'il tient bon, qu'il se bat pour eux. Et ce, quand les autres les pointent du doigt, voire les stigmatisent. C'est un fait. Mélenchon bénéficie d'un capital confiance important dans une portion de la population en raison de son background et de son parcours. Mélenchon, trop colérique. Des nombreuses choses qui lui sont habituellement reprochées, sûrement la plus récurrente est celle de Mélenchon toujours en train de ruminer, vitupérer ou éructer, d'un homme dépeint en bête furieuse en quelque sorte. En aparté, image non sans faire écho à ce que les socialos ont sorti en croyant faire un bon mot avec cette gauche qui braille. Chose qui les a déshonorés plus que d'autres choses, en particulier lorsqu'on met cela en corrélation avec le reste de la formule, soit une gauche qui travaille. Parti qu'ils sont supposés incarner, alors que cela fait belle lurette que ces apôtres n'ont rien produit, surtout en matière de travail, comme ils disent. Il n'y a qu'à voir leur agenda politique pour s'en convaincre. Fin d'aparté. En tout cas, Mélenchon est vu comme un personnage très agressif, et limite incapable de tenir ses nerfs, sans arrêt en colère.
Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, rendez-vous sur le YouTube des Guignols de l'info. Cela donne un avant-goût de la caricature qui l'entoure. Nul besoin de le préciser, rien de tout cela n'est exact en réalité. Tout cela rentre dans le cadre d'une propagande bien huilée, avec des procédés à l'œuvre à l'échelle mondiale. D'autres ont fait les frais de campagnes similaires, plus spécifiquement dans les rangs du personnel politique féminin de gauche. Les femmes en question étant plus que souvent bestialisées ou dépeintes comme hystériques. JLM ne sera sûrement pas le dernier à être la cible de telles attaques, tant les méthodes de domination du système sont éprouvées, rodées, pensées, orchestrées. Je n'entends évidemment pas par là qu'il ne peut pas être sujet à un coup de sang et que certains de ces énervements n'auraient pas pu être évités. Mais c'est d'un homme dont on parle, pas d'un dieu vivant, ou je ne sais quel type de créature divine parfaite en tout point et à l'abri de tout écart. Alors certes, JLM s'énerve, ok, et il est difficile de rester de marbre lorsque confronté aux façons de faire des médias. Tout d'abord, il y a tout un contexte qui met en condition pour parvenir à énerver. Les contextes en 4, 5, voire 6 contre 1, ou pire encore. Car soyons honnêtes, cela se produit. Ce sont des traquenards savamment organisés. Des plateaux sciemment déséquilibrés traduisant une volonté de bashing. Ils poussent quiconque à une forme de brutalité de fait, puisque le combat devient forcément exacerbé dans de telles conditions, ou, alors, à intérioriser une défaite ou une capitulation. Chose inenvisageable dans le cas présent. Ces cadres médiatiques sont incroyablement conflictuels. En particulier dès lors que les outils à l'œuvre sont la caricature grossière, de couper la parole pour empêcher de s'exprimer, de polémiquer pour s'assurer qu'on ne parle pas de fond. Que la norme consiste à déformer les propos avec une mauvaise foi qui inspire presque une forme d'admiration tant mauvaise foi et conviction sont mises à contribution, et tutti quanti. Je me souviens que mon GA et moi-même avions eu une anecdote tout à fait intéressante d'une rencontre avec une prof qui nous confiait combien Mélenchon lui faisait peur. Le genre côté autoritaire et colérique, survendu par les plateaux d'experts, vous voyez le truc, j'imagine. Ce à quoi nous lui avions objecté l'attitude hyper autoritaire de Macron, notamment dans le cadre des Gilets jaunes. Chose dont elle convenait par ailleurs, en dépit d'avoir voté pour lui aux 2 tours, justement. Elle pointait aussi le côté irrationnel de tout cela. En somme, ce qui doit être retenu de tout cela, c'est l'aspect sans fondement de la réflexion, et comment certaines classes, même éduquées, sont parfois super perméables au travail de propagande médiatique, malheureusement. La démonstration que, tristement, le matraquage paie parfois, et que nos adversaires savent ce qu'ils font. Alors, la question qui s'impose est la suivante. Devrait-on se priver d'un candidat hors norme sous prétexte que nos adversaires l'ont identifié comme un risque existentiel pour le système dont ils participent ? J'invite fortement ceux qui tendent à aller dans le sens de cette image d'un Mélenchon colérique et agressif à voir nombre de ses interventions dans des contextes où on fait preuve de respect à son égard, comme Thinkerview ou autres. En dépit de la contradiction, on y observe un Jean-Luc tout à fait calme, posé et en capacité, comme il le souhaite, à aborder fond, idéologie, solutions et tout le reste. Et surtout un JLM à même de répondre aux objections qui lui sont faites sur ce qu'il propose, sur ce qu'on propose dans l'AEC. Puisque j'en étais au stade des invitations, allons même jusqu'aux confidences. Il serait bien que les donneurs de leçons prennent le flambeau et qu'ils marchent musique et drapeau en tête. Qu'ils se rendent sur les médias qui nous sont hostiles et goûtent à la médecine qui lui est administrée. Personnellement, je doute que leur calme et leur sérénité dureraient bien longtemps, compte tenu du traitement qui leur sera infligé et des sauts de boue qu'ils recevraient au visage du même jet. Pour ce qui me concerne, je réitère ma position et persiste à dire qu'à l'inverse de la propagande qui les suit, je le trouve admirable de calme en général. Ce qui ne sous-entend pas qu'il fait systématiquement un sans faute malgré tout. Pour ma part, je ne pense pas que je serai en capacité de finir une émission sans monter sur la table. Ceci par l'énervement que les bras armés du système parviennent à engendrer avec leurs pratiques peu réjouissantes et peu ragoûtantes. Aussi, pourquoi cette colère serait-elle forcément un défaut ? Si ce n'est à faire sien les préceptes bourgeois. Une des raisons pour lesquelles je suis où je suis, et que je suis en train de faire cette chronique, est que j'avais enfin réussi à trouver quelqu'un à même de porter ma voix, ma colère, mon dégoût de cette société et des inégalités qui lui sont constitutives. Quelqu'un en capacité de traduire le rejet que tout cela m'inspire. En aparté, cerise sur le gâteau, JLM renvoie le mépris que les puissants nous infligent, et moi, cela me fait jubiler. Je reviendrai ultérieurement sur le rapport aux médias. Fin d'aparté. Quoi qu'il en soit, je sais que nous sommes dans une période où la parole de cet homme est quelque peu démonétisée, mais les mots de l'abbé Pierre résonnent dans mon esprit. Si nous sommes sans colère quand nous voyons les autres bafoués, exploités, humiliés, il est clair que nous ne les aimons pas. Pour en terminer avec ce segment, je ne peux qu'ajouter ceci.
On a eu le plaisir et l'immense privilège de recevoir Jean-Luc sur notre chaîne dans le cadre de la traduction de l'AEC en japonais. Le sachant occupé, nous espérions qu'il nous consacre quelques minutes. Il est, en fin de compte, resté durant presque tout le live, ce qu'il aurait certainement fait s'il n'avait pas dû briguer à d'autres obligations. J'invite quiconque qui donne dans la caricature de qui est JLM à regarder ce contenu. Cette personne y découvrira un Mélenchon vraiment aux antipodes de la caricature qu'on veut bien nous en servir. La relation avec les médias. Au centre de toute cette image qui est construite autour de JLM, il y a principalement en ligne de mire la relation aux médias. Il est vrai que Jean-Luc a objectivement identifié les médias comme la deuxième peau ou le bras armé du système, et que son attitude à leur endroit est largement empreinte de la toxicité qu'ils véhiculent, ainsi que son refus d'aller dans leur sens ou de cotiser aux indignations qu'ils veulent imposer à tous, à intervalles réguliers. La conflictualisation de sa relation avec eux peut faire peur et contribuer à donner dans la caricature qu'on fait de lui. Enfin, pour certains, je veux bien le concéder. On imagine en effet que la bourgeoisie de gauche s'en offusquera plus que de raison, lui attachant tout un tas de défauts de ce fait. Pourtant, désolé de le dire, mais des tas de gens sont véritablement critiques, voire dans un rapport d'opposition complet aux médias. Médias dont ils ont démasqué l'absence de neutralité, etc., voire réalisé le manque d'éthique. En outre, il est, du point de vue stratégique, probablement préférable de s'affronter aux médias plutôt que de jouer les sparring partners en quelque sorte. Des gens comme Ruffin, appelant à des rapports plus apaisés, se bourrent le doigt dans l'œil ou se bercent d'illusions, en croyant qu'en essayant d'élaborer des rapports cordiaux, cela les préserverait des foudres des idiocrates et autres tautologues. Ce qui constitue une vaste blague, puisque chacun, présentant un danger quelconque, se verra alors irrémédiablement mis au banc, stigmatisé, caricaturé, insulté, etc. Ce qui en atteste le mieux, c'est la manière dont certains se sont lâchés contre le PS, après que celui-ci ait signé l'accord de la NUPES. Ils se sont vus affublés de termes comme islamo-gauchiste et autres, comme tout un symbole. De ce point de vue également, il est lunaire que certains trouvent à redire à ce que JLM rembarre les médias, et que leur indignation à géométrie variable les empêche de trouver absolument insupportable la propagande et le bashing continuel dont les experts et présentateurs de plateau sont les auteurs. Ces derniers demandant ainsi à nos représentants de faire le dos rond et de consentir à se faire casser du sucre sur le dos. Nous voilà dans un timing plutôt satisfaisant pour nous saisir de la question de Twitter ou des tweets de JLM. Tweetos fou ou vrai stratège? Nombre de personnes font leur chou gras en quelque sorte de la communication par tweet de Mélenchon. Chacun de ces tweets est scruté, tous cherchant la petite bête dans ce qu'il aurait dit, ce qu'il n'aurait pas dit, etc. Tout le monde trouvant à redire, bien évidemment, difficile de le nier. Médias en premier lieu, puisqu'ils deviennent de potentielles sources de bashing ou stigmatisation et peuvent alimenter des heures de direct à moindre frais dans le cadre de discussions entre bourgeois. Discussions dont le seul objectif est une propagande anti-FI. Pour moi, les tweets sont un outil qui reviennent plus ou moins au même que ces interventions TV. Dans les deux cas, il y a un rôle informationnel ainsi qu'une dimension stratégique aussi. Parfois, ce sont aussi des lieux où sa colère s'exprime et une arène où le combat politique prend place. Il faut l'accepter pour ce que c'est. Cessez de jouer les bisounours ou les vierges effarouchées. Je crois qu'on a tous conscience du bras de fer qui s'est engagé. Et je doute que de servir des petits fours aux possédants soit source pour eux de nous laisser prendre les rênes et faire bifurquer le pays. Jamais rien n'ayant été obtenu autrement que de haute lutte. Un changement de l'ampleur de celui qu'on porte ne risque pas d'être réalisé dans une telle configuration. Je comprends fort bien que les mises en cause n'aiment pas particulièrement essuyer les foudres, mais personnellement, je pense que JLM, contrairement aux autres, a compris la manière de faire sortir certains sujets, de faire en sorte qu'ils soient débattus, au lieu de passer inaperçus ou encore d'être ignorés. Rappelons que le contexte médiatique est ce qu'il est, et que des tentatives en bonne intelligence ne sont pas tellement envisageables malheureusement. Certaines expériences l'ont attesté, comme le meeting en réalité virtuelle, pourtant sur un sujet primordial et dans une forme aussi unique que novatrice. Meeting passé inaperçu, faute de polémique, buzz ou autre. Si certains veulent échapper à son ire, au lieu de tenter de le contraindre à ne pas s'exprimer, il ferait mieux de faire qu'on ne trouve pas à redire à leurs dires et faire. Pour ne prendre que cet exemple, si le PS arrêtait un peu de tendre le bâton pour se faire battre, en adoptant les pires postures et en prenant les pires décisions, JLM ne saisirait pas ses tweets pour régler ses comptes avec nos partenaires supposés.
Aussi, à l'instar de ce que j'ai pu exprimer précédemment, cela ne sous-entend aucunement qu'il n'y a jamais de maladresse ou de tweet dont il aurait pu éventuellement se dispenser. Il faut simplement faire montre de bonne foi et accepter les gens comme ils sont, qu'ils ne sont pas des individus parfaits mais des êtres humains, parfois animés par des humeurs et des sentiments, qu'ils ne sont pas des machines ou encore des politiques désincarnées. Et c'est tant mieux. Un vrai intellectuel, cultivé, voire raffiné à sa façon. Je me doute que certains utiliseront les termes de Dany Arras et me qualifieront de bandeur de Mélenchon. Mais je dis cela en toute sincérité, comme je le pense. C'est une chance pour nous tous militants, mais aussi nous tous, en tant que population, d'avoir affaire à un intellectuel de ce standing. Quelqu'un dont on ne peut plus lettrer, avec un vrai style, qui sait manier le fond et la forme, qui fait appel à notre intelligence et ne se voit ni comme une avant-garde éclairée, ni comme une élite qui s'adresserait à du bétail qu'il s'agirait de sortir de sa bêtise ou de sa torpeur, voire à qui inculquer une éducation. Quelqu'un qui sait aussi mentionner les choses qui font que le peuple n'est pas toujours en capacité d'être mobilisé, comme autant de preuves de sa compréhension de la vie de tout un chacun, notamment des plus précaires et fragiles. Des difficultés quotidiennes qui jalonnent leur vie également. JLM, c'est quelqu'un qui écoute et réfléchit, propose de superbes discours électrisants et mobilisants. Quelqu'un pour qui l'esthétique n'est ni un artefact, ni quelque chose de superflu. Quelqu'un dont la grandeur réside en partie dans son panache. Outre faire monter le niveau de conscientisation, il est aussi celui qui insiste sur l'importance du savoir et son côté communicatif, en nous rappelant que le savoir est la seule ressource qui, plus on la mobilise, plus elle se multiplie. Le personnage brille d'autant plus par contraste. Il s'agit de reconnaître que, à gauche comme à droite, les acteurs de la scène politique font tout de même bien pâle figure, surtout à comparaison. Parfois, pour ne pas dire franchement pitié par ailleurs. Que beaucoup ne lisent plus quoi que ce soit d'autre que des rapports, et encore, qu'aucun ou presque ne formule de propositions ou d'idées politiques. La conséquence directe étant l'absence complète de travail programmatique mis en œuvre par les différents partis, tous jugeant le travail en question inutile, visiblement comme accessoire. Dans le pire des scénarios, ils pensent qu'ils n'engagent que ceux qui les lisent. « Ouh, ça va, François Hollande? Donne des news, man !» Voilà qui me fait une transition parfaite pour évoquer les alternatives aux personnages. Qui à gauche, sinon? Cette question, en vérité, va de pair avec cette notion du côté clivant ou pas de un tel ou une telle. Dans tous les cas de figure, il y a forcément à redire sur les uns ou les autres. En outre, pour ce qui me concerne, je ne connais véritablement personne qui fasse consensus ou soit en mesure de faire l'unanimité, qui soit rassembleur, pour reprendre les termes de certains, identifiable par le plus grand nombre et mobilisateur. Commençons par le plus simple, à savoir les figures d'extrême gauche. Nous sommes nombreux à apprécier les profils et personnalités de Besancenot ou Poutou. On peut par ailleurs même revendiquer une forme de proximité avec tout ou partie de leurs idées. Mais ne nous voilons pas la face, eux aussi revêtent un côté clivant tout à fait certain pour une partie de l'électorat qui se dit de gauche. Nul besoin de préciser que si on situe le PS à gauche, alors on aura du mal à trouver du commun entre les socialistes et ce parti trotskiste. Poutou est certainement plus clivant du fait de son aspect frontal et ses formules choc, ce qui le rend des plus populaires aussi. Notamment du fait de sa capacité à ruer dans les brancards et dire les 4 vérités à pas mal de monde, avec le plus grand des courages. Certaines de ces saillies sont devenues légendaires et ont été aussi l'objet de best-of sur YouTube, à juste titre. Ces recadrages de Fillon et Le Pen sont on ne peut plus d'actualité aujourd'hui, avec Le Pen condamné pour les faits auxquels Poutou faisait référence. Besancenot, lui, est plus lissé, mais ne concède aucun terrain et sa formation politique n'a jamais été aussi haute que lorsqu'il portait ses couleurs à l'élection présidentielle. Mais il porte des valeurs anticapitalistes qui, de facto, le mettra en porte-à-faux auprès de la gauche avec un accent circonflexe. Cette partie, dite raisonnable, ne lui tape pas dessus uniquement parce qu'il ne constitue pas une menace pour le système en l'état actuel des choses. Quant à Anas Kassib, le leader de Révolution Permanente, pour ce qui me concerne, c'est pire encore. Ayant la casquette de syndicaliste, de par son statut de cheminot et ses combats antiracistes revendiqués, on voit direct ce qui l'oppose à des pans entiers d'autres gauches, pour qui les décibels et autres sont des manifestations insupportables. Et comme lui, à leurs yeux, incarne cela, je ne vous fais pas de dessin.
Il ne fait pas l'unanimité non plus dans la gauche radicale, en dépit du fait que certains d'entre nous, qui pourrions être assez proches de ses combats, lui reprochons sa proportion à taper la FI, alors que ses coups devraient plutôt être dirigés vers nos adversaires communs, ceux qui ont les manettes du pays dans les mains. Et là, je passe le volet politique, qui mériterait un épisode consacré à ce sujet. Passons au cas de Roussel. Celui qui fustige Mélenchon à H24 pour son côté clivant supposé est loin d'incarner la figure du rassemblement à gauche ou de la concorde généralisée. Lui étant vraiment une abomination pour beaucoup de militants de gauche qui ne peuvent pas le sentir ou encadrer sa stratégie, voire les deux conjointement. Il s'est érigé en allié peu fiable et c'est un euphémisme. Aussi comme le copain des droitards et des médias mainstream. Tous l'apprécient, mais ne voteront jamais pour lui. Il constitue au mieux une caution inoffensive de gauche qui consolide leur discours. Roussel reprend les mots de la droite et fait campagne sur ces thèmes. On a vu le résultat que cela entraînait au niveau du résultat électoral. Soit dit en passant, il est toujours drôle et cocasse de se retrouver avec un personnage qui fait 2,28% à la présidentielle, qui reproche au candidat qui a fait 22% d'être clivant. Bel exemple de tartufferie. S'il n'y avait que cela irait encore. Je crois tout à fait malvenu nombre de ses sorties de route de son fait. Lui croyant effectuer un move intelligent et s'arroger les votes de certaines personnes, tout en repoussant joyeusement d'autres pans entiers qui voient d'un mauvais œil sa take viriliste pro-bidoche par exemple. Plus spécialement à un moment où on a plus besoin de combattre certains lobbies plutôt que de leur dérouler le tapis rouge. Inutile de préciser que si un jour un tel individu devait porter les couleurs de la gauche unie dans l'élection phare, beaucoup d'entre nous resterions chez nous le jour du vote. D'autant qu'il ne nous inspire aucune confiance d'aucune sorte, qu'un événement imprévu aura enfoncé le clou. À savoir cette vignette réalisée dans un train par une personne qui a surpris sa conversation, et où il essaie de négocier une entente avec le pouvoir en place. Pour ce qui est du ou des représentants du PS, c'est du même acabit, fort en tête. Le PS a beau jouer les gros bras, cela ne fait pas de ses membres des candidats portant l'unité à gauche, bien au contraire. Ils sont forts d'un succès super relatif aux élections européennes qui s'explique par la sociologie de cette élection. Voilà tout. Et, outre le fait que les intéressés aient tous des charismes d'huîtres, ceux-ci, dernièrement, se sont livrés à des tactiques désastreuses qui les disqualifient d'office. Ce groupe s'estampillant comme sociotraître, voire marquant au fer rouge leur renoncement et l'absence de confiance qu'ils nous intiment. Une potentielle candidature de Faure pour la gauche unifiée serait vue comme un crachat au visage pour beaucoup, dont le mot d'ordre est plus jamais PS. Slogan qui n'en est pas seulement un, mais une vraie marque de défiance à l'encontre de ce parti et de ses figures de proue. Il faut dire qu'ils ont fait de leur mieux pour qu'il n'en soit pas autrement. Leur soutien via une non-censure du gouvernement Bayrou, entérinant l'idée que les socialistes, on ne peut tout simplement plus compter sur eux, et qu'ils sont des tacticiens de deuxième zone par-dessus le marché. Dans cette optique, comment faire rimer alors PS et consensus ? Qui plus est, quand la social-démocratie continue sur cette approche erronée d'élections qui se gagnent au centre, take complètement hors sol, qui marque bien l'absence de travail et d'ancrage dans la réalité. Si telle était la situation, alors comment explique-t-on les victoires de toutes les droites dures les plus décomplexées ? Les victoires des Trump, Bolsonaro, Milei, Orban, etc. Autain tient-elle le haut du pavé ? Beaucoup la dépeignent comme une personnalité intelligente, ils en ont le droit. Pour ma part, je tends à penser que si tel était le cas, elle n'aurait pas fait ce move désastreux de s'auto-corneriser en créant une nouvelle force politique en opposition à la principale et motrice à gauche. L'après-formation qui semble aller nulle part, qui plus est. En tout cas, en s'appuyant sur l'espérance d'une union avec un tas de formations qui ont obtenu des scores endémiques aux dernières présidentielles. On comprend mal la supposée stratégie unitaire majoritaire dans tout cela. Plus spécifiquement, quand on sait quelle image est attachée à certaines de ces entités. Le tout en spéculant également, me semble-t-il, sur le fait que tous veuillent se rassembler et créer une alternative à l'AFI, quand il n'y a rien de certain. Enfin, pour être plus juste, quand tout laisse à penser que derrière les faux-semblants, ils nous réservent tous ou presque un bis repetita des dernières présidentielles et des cavaliers seuls ayant pour but d'offrir des vitrines à leur formation, pas davantage. Difficile de croire qu'il puisse en être autrement. Particulièrement alors que le PS affiche clairement des ambitions et que le PCF est souvent son suiveur dans des alliances baroques, quand il ne se retrouve pas le bec dans l'eau ou à courir seul et à se ramasser lamentablement en solo. ELLV a aussi fait montre de comportements individualistes à de nombreuses reprises, comportements qui laissent présager peu de bonnes surprises. Aussi, dans la mesure où ils n'ont pas été les derniers à fracturer la stratégie d'union au profit d'aventures en solitaire, avec pour horizon de se refaire une santé électorale
et rééquilibrer les rapports de force. On sait également que la réélection de Tondelier constitue supposément une fenêtre ouverte sur des unions, bien qu'on sache que le parti est traversé par des sous-courants et se trouve divisé. Dur de considérer la tentative d'Autain et de ceux qui l'accompagnent comme une stratégie qui tient la route ou porteuse d'autre chose qu'une division programmée, sachant tout cela. Division dont le seul but sera, in fine, un barrage à la FI et une réitération de 2017 et 2022 en changeant simplement celui qui marchera devant dans la tentative de contrarier Mélenchon et faire que rien ne change. Aussi, mettons les pieds dans le plat. Autain porte des combats féministes qui ne m'apparaissent pas compatibles avec les aspirations des votants de Roussel, pour ne citer qu'eux. Je suis très sceptique concernant la victoire d'une femme en 2027 ou lors d'une élection prochaine, d'une présidentielle anticipée, puisque je ne perçois pas de message qui laisse présager d'un tel bouleversement dans les habitus actuels. Et que pour moi, la France est tristement peu encline à élire une femme au poste de président. Je vois donc mal comment, histoire de ton mis à part, elle serait susceptible de ramasser largement autour d'elle. Et puis croire que c'est l'air qui change tout est une imposture. Ruffin, la fin du fin. Ruffin est, semble-t-il, encore pour l'heure, une des personnes les plus pressenties à gauche. C'est une figure reconnue et identifiée, ce qui est à la fois un avantage et un inconvénient désormais. Une personnalité, à première vue, plus consensuelle et qui fait en sorte d'apparaître comme telle. Il n'a pas de véritable déficit de notoriété, sauf au regard de celle de JLM, ou pour les gens les plus éloignés de la politique. Et toute son œuvre autour de ses films est quelque chose qui parle en sa faveur. Tout son premier mandat également. Oui, mais voilà, le patron de Picardie Debout a eu une attitude qui a déplu à beaucoup ces derniers temps, avec un changement de ton, qui l'a éloigné de son électorat le plus naturel. Ceci au profit d'une recherche d'hypothétiques électeurs d'autres bords politiques. Disons les choses tout d'égo, sa prestation aux Awachos n'a pas apporté d'eau à son moulin, je pense. Loin de là. Il était très maladroit, pour ne pas dire carrément malvenu, de reprendre en partie les stigmates que les médias collent aux gens de la gauche qui tient bon, comme il a pu le faire. Il a largement entamé son capital sympathie en dénommant le public présent en les termes d'ultra. Fait qui a contribué à établir un véritable fossé, s'élargissant encore, entre lui et l'auditoire de Dany Heraz, qu'il a cherché à décrédibiliser par ce biais. Cela ponctue un côté clivant qui ne date en réalité pas d'aujourd'hui pour le Picard. De longue date, diverses populations discriminées ayant senti qu'ils ne pouvaient pas trouver en lui un camarade bienveillant, prêt à les aider dans leur lutte. Alors comment considérer François comme quelqu'un de moins clivant que JLM, alors qu'il peine davantage à rassembler ceux de son camp, et qui ont, les premiers, intérêt à la politique contenue dans l'AEC. Plus spécifiquement, alors que Ruffin a essayé de se réapproprier la valeur travail de la droite, et n'a jamais quelques mots que ce soit à l'adresse des privés d'emploi qui sont nombreux et qui pourraient, à juste titre, voir le stigmate leur revenir. Cette fois en provenance de la gauche. Bref, le pire du pire. Pour ma part, j'ai connu les affres du chômage de longue durée, et je me suis senti insulté par cette campagne, je le dis clairement. Depuis cela, Ruffin n'est, pour ce qui me concerne, plus un choix possible. Élection demain ou en 2027 ? Pour se faire une idée, si oui ou non JLM est le plus apte à porter nos couleurs, il est difficile de ne pas considérer l'échéance. Qu'il s'agisse d'une élection demain ou en 2027 influe véritablement sur ce qu'on peut apporter comme réponse. Malheureusement, on va devoir se livrer à un peu de politique fiction pour imaginer les différents types de scénarios. Naturellement, quand on se pose la question de qui est le meilleur candidat pour la gauche, on se pose la question de qui est susceptible d'obtenir le meilleur score dans les urnes. Cela implique des dimensions aussi variées que le temps de campagne qui sera à notre disposition, qui sont les acteurs les plus identifiés par le plus grand nombre, dans quelle configuration, etc. Dans la mesure où on peut en être d'accord, ou le regretter, mais il y a une part de personnification dans l'élection reine, tout spécialement dans le cadre de cette 5e République dans laquelle nous évoluons. Les médias poussant en ce sens et en rajoutant une couche à l'incarnation du pays dans un personnage. La notoriété devient donc un élément majeur de la réflexion dans tous les cas. Je reconnais que cela peut être un paramètre à double tranchant. Mais que, dans le cas présent, on parle d'un personnage qui a hissé la gauche radicale à un niveau historiquement haut, et sa progression s'est avérée constante de surcroît. Son accession au pouvoir n'ayant été empêchée que par l'obstination de certains de nos alliés d'aujourd'hui, par leur défense de leurs appareils élus et argent que cela implique. Le phénomène et l'expérience jouent aussi sur la notoriété. Il est plus facile d'être connu ou reconnu si on dispose d'un parcours politique conséquent. Plus spécifiquement dans la mesure où à gauche, enfin à la vraie gauche, pas celle de la fausse alternance, on ne bénéficie pas de la force de frappe des médias mainstream, ou encore de leur capacité à marteler du matin jusqu'au soir pour pallier à ce type de déficit.
L'aspect positif ou non de la reconnaissance dépendant de ses propres actions et pourquoi on s'est fait connaître. Dire que plus la campagne sera courte et plus le candidat sera identifié, mieux ce sera. Ce qui fait de JLM, pour moi, le seul candidat envisageable dans l'optique d'une campagne courte. Lui, fort de 3 précédentes candidatures à la présidentielle, et donc une expérience de la gestion d'une telle campagne. Surtout qu'il pourra s'appuyer, voire reposer sur un certain nombre de personnes de grand talent pour l'assister dans sa tâche. La campagne longue est pourtant un atout majeur pour le concerné, qui sait alors déployer ses talents dans des meetings pour faire de la pédagogie et plaider pour les causes qu'il défend. Pour moi, personne n'est aussi doué et en capacité de réveiller les gens, susciter de l'intérêt, sortir les abstentionnistes de leur éloignement de la politique et de ses enjeux. Un entourage inégalé peut être inégalable. Le paradoxe est qu'on a toujours, du côté de nos adversaires, cherché à nous présenter Mélenchon comme un homme seul. Ce qui est une vaste blague. Non seulement a-t-il réussi à faire émerger toute une génération de dirigeants, mais il en a même aguerri un bon paquet à des tâches essentielles. Il est bon de rappeler que Manuel Bompard a déjà été directeur de sa campagne et que celui-ci a pris des responsabilités au sein du mouvement, dont il est devenu coordinateur national. Il est aussi celui qui est en charge de se fader nombre d'apparitions sur les plateaux des médias mainstream. Plateaux où il a développé, au fil du temps, des capacités communicationnelles des plus incroyables, pour ne pas dire hors normes. Il s'est transformé en dirigeant aguerri et en leader devenu naturel, à défaut de l'avoir été de manière innée, on va dire. Mathilde Panot, elle, est une patronne de groupe parlementaire respectée par tous, avec une expérience et une expertise dans la matière, puisqu'elle aura effectué 2 mandats. Elle a aussi su montrer comment elle était non seulement capable de gérer les apparitions sur les médias les plus compliqués, mais capable d'être véritablement hyper solide sur ses appuis, en mesure de ne rien concéder. Clémence Guettet cumule les fonctions en quelque sorte, avec une double responsabilité, celle qui lui incombe en termes de programme, de mise à jour et de maintien de sa cohérence. Parallèlement, elle est coprésidente de l'Institut La Boétie. Elle contribue à faire vivre ce think tank, met en relation les figures du mouvement avec divers intellectuels de gauche, pour ne citer que cela. Éric Coquerel s'est installé comme un rouage incontournable en briguant, puis en maintenant, les fonctions de président de la commission des finances, où il effectue un travail sérieux et reconnu par tous, de ce que je comprends. Et ce, en dépit d'opposants avec lesquels nous avons de très nombreux désaccords, en particulier sur la dimension économique. Et puis, il y a d'innombrables talents comme David Guiraud, Adrien Clouet, 2 monstres de préparation absolument impossibles à prendre à revers et dont les interventions sont des plus remarquées tant elles sont brillantes. Aurélie Trouvet et Manon Aubry ont amené leur approche associative et leurs compétences qu'elles avaient acquises dans ce cadre. Elles aussi sont des porte-paroles majeures du mouvement sur bon nombre de plateaux TV et radio. Elles sont des relais sur lesquels le mouvement peut compter. On a aussi de formidables porte-étendards comme Rima Hassan, qui sont une vitrine des combats de la France insoumise, qu'elle incarne avec force et brio, avec une intelligence qui interpelle et une solidité qui caractérise le mouvement, qui résume l'engagement de notre force politique sur certains sujets. Bien sûr, il s'agit là d'une liste non exhaustive. Nadège Mongolie ou bien d'autres méritent aussi d'être cités. Nadège, tout comme Clémence Guettet, est coprésidente de l'Assemblée nationale. Tout un accomplissement, une fierté pour nous tous. Tous brillent d'autant plus que c'est le désert complet ou presque à côté. Que tout est un peu tambouille, recherche de poste, prise de position mollassonne, renoncement, tiédeur, désengagement du pacte qui les lie avec les électeurs et tutti quanti. Un vrai chef d'État. Pour moi, il est limpide que Jean-Luc est la seule personne qui ressort du lot, celle qui incarne une figure forte, à la fois sur le plan national et international. On a beau tenter d'affubler JLM de tous les maux, le fait est que Mélenchon s'est installé de manière durable dans la scène nationale, avec ses succès et sa progression constante, et que peu de monde peut se réclamer d'un tel succès. En particulier dans un contexte jugé par certains comme étant une phase de recul pour la gauche globalement. D'autant que les victoires et poussées de Jean-Luc se sont faites en terrain hostile, si je puis dire, puisqu'il a dû composer à chaque fois avec des candidatures de gauche parasitaires et qui auront eu l'effet escompté, soit de barrer la route du 2e tour à une véritable gauche de rupture. Une gauche désireuse de mettre fin aux privilèges rocambolesques de quelques-uns et construit sur le dos de tous. Aussi, dans un tel climat où Mélenchon est celui qui essuie toutes les attaques, on passe facilement et joyeusement sous silence le fait que la renommée de JLM dépasse nos frontières et que lui a été en mesure de tisser des liens avec différents types de forces en dehors de notre pays. Cela a commencé très tôt, qui plus est.
notamment dans le cadre du plan A, plan B, où des sommets avaient été organisés avec les autres forces de gauche qui sont sur des positions équivalentes, ou plutôt adjacentes avec celles de la France insoumise. Naturellement, il y a ce dialogue et ces rencontres avec Pablo Iglesias et Podemos, mais pas que. JLM sillonne de longue date l'Amérique latine et est fort des liens qu'il y a tissés. Ses interactions avec Chavez, avec Manuel Obrador ou encore Evo Morales, sa rencontre avec Pepe Mujica en Uruguay, etc. le prouvent par les faits. Plus récemment, on a vu comment il a inspiré et échangé avec d'autres. Quel plaisir incroyable, par exemple, de le voir ce genre de débat qu'il a eu avec Raoul Edebo, par exemple. Il s'est rendu plusieurs fois au chevet de Potere al Popolo, aussi, si je peux m'exprimer ainsi. Nul doute que sa présence auprès des camarades italiens n'aura pas manqué de booster les forces en présence, aussi en difficulté soit-elle pour l'heure. Mélenchon, c'est celui aussi qui a poussé à la traduction en japonais de l'AEC, phénomène qui semblait inimaginable à un moment. Je vous renvoie à l'extraordinaire réception de Jean-Luc sur notre chaîne et ses échanges de haut vol qui en ont résulté. Toujours concernant ce pays, il a aussi ouvert des pourparlers avec des anciens représentants du pays du soleil levant, particulièrement dans le cadre de la lutte contre le nucléaire. Il a reçu le Premier ministre de l'époque. Il a aussi reçu des militants des associations de là-bas. Cela a fait tache d'huile, puisque de l'initiative japonaise est né le désir de traduction de l'AEC en coréen, etc. On l'oublie volonté également, mais Jean-Luc a parcouru un peu l'Afrique aussi. Il s'est rendu au Burkina, où il a rencontré la sœur de Thomas Sankara, tenu aussi diverses conférences dans différents pays africains, notamment dans les universités, dont certaines, dont la réception de certains sujets était plus compliquée, et où il a su montrer le respect nécessaire à ses hôtes, à l'inverse de Macron. Et ce, sans pour autant concéder de terrain sur les idées portées par le programme, et avec lesquelles, parfois, une partie de l'auditoire était en désaccord. Et puis, dernièrement, il y a ses voyages en Amérique du Nord, son court séjour au Québec, où il a effectué plusieurs apparitions médias sur des plateaux de TV ou radio, et tenu un meeting aussi. À l'heure où je produis ce Nico 1.c'est tout, il s'avère toujours sur la route entre guillemets et commence seulement à nous parvenir quelques images de son passage chez l'oncle Sam. Tout cela tranche infiniment avec le reste du personnel politique de tout le spectre, des figures de gauche qui peinent à exister sur notre territoire. Et tous les autres à droite, pour qui ce n'est pas franchement mieux, pour ne pas dire pire encore. À l'exception de Villepin, qu'on sait quelqu'un de solide dans le domaine, à droite, ce n'est pas folichon pour le moins qu'on puisse dire. Macron nous a fait honte à intervalles réguliers. S'est discrédité en insultant les Français de l'extérieur de l'Hexagone, quand il ne nous a pas carrément ridiculisés à diverses occasions. Sa clownerie de champion de la Terre, ce slogan moisi inspiré par Trump, son comportement de néocolon dans diverses nations africaines. J'en passe et des meilleurs. On a Retailleau qui joue son congrès à coup de bras de fer avec l'Algérie, bras de fer qu'il est loin d'avoir remporté. Et là, je ne m'attarde pas sur la gestion de la crise en Kanaki par notre classe politique. Un désastre. Pour le reste, on est dans le même marasme. On s'est fait pousser dehors par les USA et les Australiens, alors que nos dirigeants voulaient être d'une alliance dans le Pacifique. La mise à la remorque des USA et de l'Allemagne, acceptée voire désirée, ne fait qu'accentuer une perte de rayonnement initiée par les néolibéraux et les sous-investissements chroniques dont ils sont les auteurs visiblement ravis. Quand bien même ceci soit une catastrophe. Tout cela pour dire que lorsqu'on fait un bilan honnête de la situation, on ne dispose de personne pour le moment susceptible d'avoir une crédibilité, si ce n'est Mélenchon. Et ce n'est pas l'attitude de Fanzouz de Le Pen durant sa rencontre avec Poutine qui dément la chose de quelque manière que ce soit. Ou encore les Glucksmann qui aussi entre vénération sans limite pour les USA et le suivisme qui va avec. Sans oublier un atlantisme et un européisme béat, ainsi que ses relations avec un autoritaire dans les pays de l'Est, qui ne l'empêche pas hypocritement de nous servir des discours à la petite semelle. En somme, un Hollande bis pour la faire courte. JLM, le meilleur candidat. Ce sera ma conclusion de cet épisode. On a montré ici comment JLM a fait un boulot d'anthologie quant à sa succession. On sait aussi qu'il souhaite être remplacé et que les campagnes présidentielles n'ont pour lui rien d'agréable, qu'il préférait s'en passer, mais que si la configuration l'exigeait, il irait. Personnellement, je tends à penser que pour l'heure, il n'y a toujours pas photo, et que le plus apte à faire un gros score et nous qualifier pour un second tour, c'est JLM. C'est lui qui instille la peur dans le camp d'en face. Toute l'énergie déployée pour le taper, partout, tout le temps, en est une éclatante démonstration. Il est aussi le garant d'une rupture avec l'existant. On sait qu'il ne se laissera pas faire et que sa volonté de ne pas se faire tordre les bras parle largement en sa faveur. Là où beaucoup ont capitulé direct, aussi du fait du peu de volonté réelle.
On va le dire tel que c'est, JLM est devenu une inspiration pour les gauches de pas mal d'endroits du globe. Il continue de fédérer, élection après élection, davantage de monde. Et contrairement à ce qui est véhiculé dans les médias, il dispose d'un capital sympathie et confiance important. Évidemment, se poseront divers types de questions, le cas échéant, si Macron parvient à maintenir son régime à bout de bras jusqu'en 2027. Alors il sera l'heure d'évaluer les choses, en âme et conscience, aussi en prenant en compte la formidable montée en puissance de plusieurs personnes. Mais je le répète, selon moi, JLM est le type de personne comme Jaurès, le genre d'individu qu'on rencontre une fois par siècle. Et il faut courir la carte de cet animal politique pour reprendre les mots prononcés par un député en off lorsqu'il est passé sur notre chaîne. N'hésitez pas, donnez-moi votre avis sur la question dans la section commentaires. Rendez-vous au prochain épisode. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Pour ma part, je vous donne rendez-vous bientôt avec un nouvel épisode de Nico 1. C'est tout. Merci de votre attention. Un grand merci à mes camarades sublimes pour son aide, pour m'avoir prêté sa voix et pour avoir donné davantage de relief à cette production. Allez, à bientôt. Bye bye.